La VR dans le sim racing prend encore plus son sens puisqu'on est connecté à des périphériques et on va faire corps littéralement avec la voiture et l'espace dans lequel on est. Connecté au niveau des mains sur le volant, connecté avec les pieds sur les pédales, les fesses sur le siège, et même si vous avez des accessoires comme moi par exemple les lanières de sécurité que vous allez pouvoir peut-être dans un mouvement toucher, vous allez vous sentir dans la réalité. Donc la VR sur du court terme ou du long terme est une expérience incroyable. Salut à tous, c'est Julien Realistic Sim Cockpit et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va parler du Pimax Crystal Light, donc un casque VR. Alors sans doute le meilleur rapport qualité-prix des casques VR du moment, qui va bien sûr être un petit peu plus cher qu'un Quest 3, mais bien moins cher que son grand frère le Crystal Super, et bien sûr d'autres marques qui font des très bons casques, mais à des tarifs largement supérieurs. Celui-ci se place entre 800 et 1000 euros, vous allez le trouver sur Amazon à 800 euros. Il y a un petit lien d'affiliation si vous voulez l'acheter directement chez Pimax, avec une possibilité de l'acheter un petit peu moins cher, puis de payer la suite en plusieurs fois si le casque vous convient. Donc c'est un casque que j'ai testé depuis plusieurs semaines sur mes simulateurs, donc des simulations de voitures, mais aussi des simulations comme Microsoft Flight Simulator 2024. Alors j'ai pas eu l'occasion de les tester sur des Space Sim comme Star Citizen ou Star Wars Squadrons, mais ça fera sûrement l'objet de prochaines vidéos puisque je vais vraiment creuser pour savoir toute l'expérience que peut offrir ce casque, en sachant déjà que mon premier retour c'est déjà plein de points positifs avec une expérience que je dirais quand même relativement plug and play, c'est-à-dire que vous allez brancher le casque et directement jouer sur votre PC évidemment, ce ne sera pas compatible avec des consoles, mais il y a aussi quelques petits points négatifs, on va les évoquer pendant la vidéo, et puisqu'on est sur une chaîne qui parle de réalisme et de simulation, il fallait absolument que je retente l'expérience VR et que je vous en parle. Alors déjà je vais mettre un petit peu de contexte. Porter un casque chez moi, c'est quelque chose de naturel. Alors, des casques VR, j'en ai fait déjà l'expérience précédemment, mais surtout, depuis 2012, depuis 2013, je faisais du drone FPV, donc du drone FPV racing, donc des courses de drone. Ça s'est ensuite transformé avec un côté professionnel, avec ce qu'on appelle plutôt du cinématique, donc des vols un petit peu plus calmes, mais en immersion, donc en immersion avec un casque. En 2013, la technologie était en analogique, donc vraiment, on avait des écrans 4 tiers à l'intérieur du casque et on avait une transmission donc analogique qui ressemble un petit peu à vos magnétoscopes d'avant, pour ceux qui connaissent les magnétoscopes, pas tout le monde, mais la qualité d'image était donc en SD avec des pertes de signal, mais déjà c'était une expérience de porter un masque, donc peut-être pas sur des longues sessions, on était en général sur des vols de 4 à 5 minutes, et puis surtout ce n'était pas de la réalité virtuelle, donc c'était du réel, c'est-à-dire que j'avais une transmission vidéo et je portais un casque comme si je regardais un écran, mais j'avais vraiment les images collées dans les yeux avec ce masque qui va être sur notre visage, avec la sangle qui va tenir le masque, une forme de chaleur aussi générée par les composants électroniques. Donc tout ça a toujours été habituel et puis surtout c'était un sport, c'est-à-dire qu'on pilotait des drones à des vitesses folles avec pas mal d'acrobatie, des parcours, et donc c'est quelque chose que j'adorais et que j'adore toujours, mais que je fais beaucoup moins. À cette époque-là, il y avait beaucoup d'associations et beaucoup de compétitions, donc on était vraiment dans de l'entraînement, dans un aspect sportif, et à chaque fois qu'un nouveau modèle de casque sortait, il fallait l'acheter, il fallait toujours un petit peu mieux. Il y avait des améliorations au niveau de la qualité d'image, bien sûr aussi au niveau du format des écrans et de la clarté. Ensuite, DJI a sorti une transmission en numérique, donc avec un casque beaucoup plus gros. C'était les Goggles V1 que j'ai toujours, je suis resté, j'ai pas évolué forcément sur les derniers types de casques qu'ont sorti DJI parce que j'en avais pas eu le besoin et que je fais déjà beaucoup de choses avec cette technologie qui est sans doute un petit peu datée mais qui fonctionne très bien. Et puis en 2021, on m'a prêté un Quest 2. Alors bien sûr, il y a les fonctions standalone, c'est-à-dire que c'est un appareil qui va fonctionner sans un PC avec différentes applications, différents jeux et qui sera donc en standalone, donc un petit peu autonome, mais vous allez pouvoir brancher en USB-C ce Quest 2 et donc pouvoir faire de la réalité virtuelle. Et donc ça a été ma première expérience en réalité virtuelle, donc avec un Quest 2. À cette époque-là, j'avais pas encore fait la chaîne YouTube, donc j'ai pas vraiment d'extrait de bonne qualité à vous montrer, mais je vous mets quelques petits passages quand même. Il y a un effet waouh directement la première fois qu'on le met, la continuité avec les périphériques de sim racing fait que on est dans une immersion totale. Puis cet effet wow disparaît assez vite puisque en fin de compte ce n'était qu'une bouillie de pixels et un manque de définition et surtout de visibilité dans le jeu, c'est-à-dire que au-delà de 10 mètres,
depuis la voiture 10 mètres plus loin, on voit plus rien de net. Par exemple, tout ce qui était panneaux, inscriptions, les autres voitures, et donc finalement les apex, les points de corde des virages, on les voyait un petit peu tardivement, on avait du mal à déceler tout un tas de choses. Donc cette expérience, elle s'est vite arrêtée parce que, bon, déjà c'était pas mon casque, et puis j'étais finalement déçu. Puis ensuite, j'ai testé un HP Reverb G2, donc, qui était déjà largement meilleur dans la qualité d'image, mais ça m'a pas non plus bluffé. Ce Crystal Light, il s'inspire un petit peu du Quest 2 dans sa simplicité, dans le tracking avec ses caméras qu'on va détailler, mais là où il s'en éloigne, c'est dans sa connexion avec le PC, puisque celle-ci se fait en DisplayPort, donc pleinement utiliser la bande passante du DisplayPort pour afficher la meilleure qualité d'image. Donc d'abord, on va voir un petit peu le déballage de ce produit, qu'est-ce qu'il y a quand on achète un Pimax Crystal Light, comment on fait la configuration sur le PC, vous verrez qu'elle est quand même très rapide et très simple, et puis je vais vous dire mes différents retours en jeu avec des simulations comme iRacing, comme Le Mans Ultimate et Microsoft Flight Simulator. Et donc dans tout ça, on va parler des points positifs et des points négatifs, et puis ensuite aller sur une conclusion simple. Est-ce que c'est mieux qu'un triple screen? Est-ce que c'est moins bien qu'un triple screen? Que donne le champ de vision exactement? Et finalement, faut-il aller dans l'expérience VR à 100%? Et si c'est le cas, est-ce qu'il faut prendre ce casque? Mais si vous regardez toujours la vidéo, c'est qu'elle vous intéresse, alors n'oubliez pas le petit like et l'abonnement et la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur d'un Pimax Crystal Light? On est sur une expérience de déballage qui est vraiment de qualité. Donc on va ouvrir le contenu de la boîte, des câbles USB-C pour charger les contrôleurs. On a deux contrôleurs qui sont de bonne facture, donc j'ai pas testé dernièrement des contrôleurs, mais ceci me semble très bien, mais en même temps ça va absolument pas nous servir dans l'expérience avec la simulation automobile. Et de manière bien protégée, on a le casque qui va déjà être assemblé totalement. Dans une boîte à part, on a la partie câblage avec un câble DisplayPort de 5 mètres de long et son port USB qu'il faudra bien brancher en USB 3.0 sur votre PC. L'alimentation qui va se brancher sur le casque, puisque c'est un casque qui n'a pas de batterie. C'est un produit international, donc il y a différents types de prises, histoire d'être sûr que vous allez pouvoir bien brancher cette alimentation. Pour chaque œil, on a une résolution de 2880 par 2880, avec un sweet spot assez large, une vision de 35 ppd. Alors le ppd, c'est les pixels par degré. C'est une mesure qui définit le nombre de pixels affichés à un degré près du champ de vision, donc le FOV, d'un spectateur dans un casque VR. C'est une mesure essentielle pour évaluer la clarté et la netteté de l'image en réalité virtuelle. Le Crystal Light propose 35 ppd et le Crystal Super est aux alentours de 50 et pourra même proposer du 57, donc on peut imaginer une clarté et une netteté encore supérieure. En tout cas, c'est des chiffres qui sont supérieurs au Meta Quest 3. Le taux de rafraîchissement est variable, ça peut être soit du 72, soit du 90 Hz ou du 120 Hz, donc du 120 images par seconde, ce qui va être assez important pour du gaming. L'écartement pupillaire est ajustable de 58 à 72 mm, un FOV de 130 degrés, une connexion qui se fait en DisplayPort, donc avec une bande passante de 32.4 gigabits par seconde, et même si votre carte graphique n'a pas un vrai DisplayPort, vous pouvez utiliser soit un USB-C ou soit un mini DisplayPort avec un adaptateur. Un adaptateur qui prendra la spécification DisplayPort 1.4a. Donc ça y est, on a déballé le casque. Donc on a franchement déjà, moi, la qualité de construction qui est, je vois, est décriée ça et là. Vraiment, j'ai aucun problème. On est sur un look, déjà une couleur noire, ce qui dénote par rapport à une autre marque que j'aime beaucoup, qui fait très hardcore gaming quand même, on va pas se mentir. On a la signature de Pimax qui est devant, qui est juste un effet miroir, mais sinon on a différents plastiques qui sont peut-être un petit peu salissants, qui vont vite se graisser. Ça, ok. Ici, on va pouvoir contrôler le volume et on remarque les différentes caméras qui vont faire le tracking. 4 au total qui servent au tracking, donc au positionnement du casque dans l'espace. Donc vous n'aurez pas besoin de matériel additionnel pour faire le tracking. C'est un tracking qui marche très très bien, on va en parler un petit peu plus tard. Moi j'ai eu aucun problème, il y a une calibration qui est un petit peu habituelle avec ces casques VR qui se fait dans le logiciel Pimax et qui est très simple. Le système d'écouteurs, donc c'est un système d'écouteurs qui est directement intégré, qui a le mérite d'être là. Alors sur le Crystal Super, vous avez moyen de rapprocher les écouteurs de vos oreilles. Là, en l'état, c'est légèrement au-dessus. Moi, j'ai trouvé le son très correct.
immersif, en tout cas qui simplifie le fait de ne pas avoir besoin de rajouter des écouteurs additionnels ou un casque. Ça marche très bien en l'état, donc j'ai pas testé avec du chat vocal, savoir si les voix des gens sont pas bien ou voilà, je pourrais rien dire. Évidemment, vous n'avez pas de micro, donc si vous êtes en chat vocal et que vous avez déjà un casque avec micro, il va falloir trouver une autre solution, comme par exemple un micro déporté. Mais vraiment pas déçu de la qualité sonore qui contribue à l'immersion. Avec cette molette-ci, comme dans tous les casques, on va pouvoir régler, et c'est de cette façon que ça se fait, l'écart interpupillaire, donc qui est la distance entre vos yeux et que vous allez donc pouvoir ajuster pour avoir le maximum de clarté, en sachant qu'il y a une valeur donc, qui s'affiche aussi à l'intérieur du casque et qui va vous dire si vous êtes sur la valeur habituelle au cas où ça a bougé. Donc ça, c'est très très pro, plutôt que d'avoir des sliders, on va dire, en dessous, qui sont imprécis. Là, c'est tout à fait super précis, c'est renseigné également dans le logiciel, et donc si la valeur a bougé ou qu'il faut l'adapter à une autre personne qui vient tester le casque, vous allez pouvoir tout de suite remettre la valeur d'origine. Le système de sangle, donc sous forme d'arceau, moi j'aime beaucoup, ça ne m'a pas gêné. La mousse à l'intérieur est très souple. On a cette partie-là qui va bien prendre le front, même si le cristal super, lui, va prendre encore plus de surface du front. Et donc on a un système d'arceau, et puis on va relever, faire passer la tête, et puis ajuster la distance, avancer ou reculer, et serrer de manière très ferme. Et donc on a quand même une très bonne tenue du casque sur la tête. Ensuite, on va ajuster finalement l'effet de pression avec cette lanière-là, de manière à trouver le bon positionnement du casque. Différentes mousses à l'intérieur également. On a le câble qui va donc suivre son petit chemin. Après, si vous avez une fixation comme je l'ai faite, qui va tomber un petit peu du dessus, vous pouvez déclipser comme vous voulez, histoire de soulager effectivement le poids du câble qui peut avoir une tendance à tirer en arrière, et c'est là où il faut faire attention aux sièges qu'on va avoir dans son simulateur, puisque les sièges avec des oreilles vont vite gêner les gros mouvements de tête. Bon, ça a été mon petit souci, mais qui est lié à mon installation, qui est lié à mes sièges. En plus, mes deux sièges, ils sont comme ça. Pour le coup, je recommande d'utiliser les casques VR, et celui-ci notamment, avec des sièges baquets, on va dire, normaux, ou alors des sièges... voilà, en tout cas sans oreilles, c'est sûr que l'expérience sera forcément meilleure. Et maintenant, pour jouer et l'utiliser pleinement, il est temps de brancher le casque à l'ordinateur. Donc on branche le câble DisplayPort sur la carte graphique et le câble USB sur une connectique 3.0 de son PC, et on va brancher à ce niveau-là l'alimentation. Donc on installe le logiciel Pimax Play sur son ordinateur, qui fait aussi office de boutique de jeux, mais vous n'êtes pas obligé de vous connecter ou ni même d'acheter des jeux. Les jeux, c'est ceux que vous avez déjà sur votre ordinateur, et ce logiciel, il va surtout permettre de faire des réglages, ou du moins d'accéder à des réglages si besoin. Vous n'avez pas forcément besoin de modifier ces réglages-là si ça vous convient tel quel. On a le casque qui s'allume, le logiciel Pimax Play qui a été installé, donc on va sans doute avoir à faire des mises à jour, le scan et la calibration de la pièce, donc en gros on va devoir regarder dans tous les sens comme ça à 360 pour scanner la pièce, ça dure à peu près 1 minute, on a des messages d'information dans l'écran, il suffit de suivre ce qui est dit. Je crois que c'est en anglais, mais bon, moi ça m'a pas posé de problème, ça semble assez logique. Et puis on va appuyer avec le bouton ici pour valider directement sur les menus. Alors après, on a accès à tout un tas de réglages. Donc je vous l'ai dit, c'est quand même relativement plug and play, c'est-à-dire que sans changer les différents réglages qui sont de l'ordre de la configuration de la carte graphique, vous allez pouvoir jouer directement. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai lancé iRacing, et au lieu d'utiliser l'écran, on va utiliser OpenXR, et directement l'image va s'afficher dans le casque. Alors par rapport à votre configuration habituelle sur iRacing, Le Mans Ultimate, ce que vous voulez, ACC, Assetto, vous n'allez avoir rien à faire à part configurer la touche qui va recentrer la caméra. C'est la première chose à faire, et qui est un petit peu nouveau quand on fait un casque VR, c'est que vous allez remarquer que finalement il y a ce bouton là dans les menus qui est configurable et qui va donc recentrer la caméra. Donc le mieux c'est de mettre directement sur le volant ou quelque chose de assez accessible
puisque une fois que vous allez mettre le casque, il va falloir appuyer sur ce bouton-là et ça va, boum, replacer la caméra juste exactement comme il faut dans la position du cockpit. Vous allez toujours pouvoir avancer ou reculer le siège ou la hauteur, mais donc cette touche pour recentrer la caméra, c'est complètement nouveau quand on démarre la VR, mais elle est indispensable. Alors c'est vrai que j'ai un bon PC, assez puissant, avec une carte graphique 5080 RTX, et j'ai eu rien à changer, c'était tout à fait bon. En revanche, j'ai trouvé que ça manquait de netteté. Donc dans les réglages de Pimax Play, je recommande d'augmenter le sharpness, donc la netteté, et c'est en la mettant vraiment au max, peut-être que j'exagère un petit peu, je sais pas, mais vraiment en la mettant sur 1, que là, l'effet wow a été là, et je dirais même incroyable. Pouvoir l'utiliser et jouer sur Le Mans Ultimate avec Steam, vous n'avez pas besoin d'installer un autre logiciel. Tout est installé directement avec Pimax Play et vous n'avez qu'à lancer Le Mans Ultimate par exemple en mode VR depuis Steam et tout va se lancer directement dans l'écran, que ce soit le menu principal, puis ensuite le jeu. Donc on est vraiment sur une expérience plug and play. Si tous vos périphériques de conduite sont déjà paramétrés, ce qui doit être le cas, vous avez juste à conduire et prendre du plaisir dans une immersion qui va être extrêmement réaliste et extrêmement plaisante. Au-delà de la possibilité de regarder partout et de voir l'intérieur de la voiture dans ses moindres détails qui est modélisé parfaitement dans les différentes simulations comme iRacing ou Le Mans, c'est aussi le côté 3D. C'est-à-dire vraiment le positionnement de ces éléments-là, qu'on perd un petit peu avec un écran qui va être 2D et puis un volant qui est mis devant. Et donc finalement, il y a tout un rapport de distance qu'on évalue très mal. Et c'est tout ce côté 3D des lanières, des autres véhicules qui renforce vraiment ce côté réaliste, et c'est vraiment ce côté 3D qui est quand même assez exceptionnel et qui met quand même une énorme claque et qui peut vraiment faire basculer d'un écran vers la VR à temps plein, parce que oui, on est dans une sensation de réalisme, d'immersion totale, de faire corps avec la voiture, d'être un pilote de course ou d'être un pilote d'avion, puisque je l'ai utilisé aussi dans Flight Simulator, et oui, on est complètement dans le cockpit de l'avion, on peut regarder en bas, donc ça va vraiment nous aider à évaluer les distances aussi, et comme un vrai pilote aussi, s'aider avec les éléments au sol pour juger aussi sur ces virages, juger de la hauteur et faire un atterrissage de meilleure qualité, plutôt que soit d'avoir un seul écran, soit trois avec une vision périphérique, mais qui est quand même horizontale, et là vous avez aussi de la verticalité. Et c'est là où vraiment la VR est encore plus intéressante, c'est sur la verticalité. Dans une simulation de voiture, on va plutôt être sur de l'horizontalité, donc c'est gauche, droite, on regarde, on dépasse à droite, on dépasse à gauche, on va chercher le point de corde, mais on va pas aller chercher la hauteur ou en bas, si ce n'est pour lire légèrement les informations sur le dashboard qui sont pas si basses. Évidemment, dans un cockpit d'avion, voilà, les portes, elles sont pas totalement fermées, en tout cas, on parle de Cessna ou d'hélicoptère, et donc vous allez pouvoir vous aider des éléments visuels comme si vous y étiez. Et c'est là où je pense que l'expérience VR dans Flight Simulator, elle n'a pas commune mesure, même si Flight Simulator, c'est pas un circuit, c'est la terre entière qui est modélisée avec plein de bâtiments, des éléments qui bougent. Et donc, attention, ça va demander quand même une grosse configuration de votre ordinateur. J'ai joué simplement avec une 3080, donc sur mon PC de mon deuxième châssis. Et ouais, ça me manquait un petit peu de définition. En tout cas, sinon, c'était au détriment des images par seconde. Et à un moment donné, les images par seconde, on a envie qu'elles soient au maximum. Et surtout, c'est un casque qui propose 120 images par seconde. Donc, autant les utiliser. C'est là la différence aussi avec d'autres produits qui étaient autrefois à 75, qui maintenant sont plus aussi à 90 images par seconde. Celui-ci, il est en 120 images par seconde. Et donc avec une bonne configuration, dans la plupart des cas, et notamment la simulation automobile, vous allez atteindre ces 120 images secondes avec une clarté d'image qui va être incroyable. J'étais quand même assez bluffé par la qualité des couleurs, la qualité de l'image, le brightness finalement, la luminosité des écrans, qui sont vraiment
super réel et puis qu'on n'a pas envie de modifier, hein. Finalement ça marche très bien comme ça. Par contre, ce que j'ai pas compris, et je ne sais pas si c'est lié réellement soit aux lentilles asphériques qui sont à l'intérieur, et donc c'est pas des lentilles Fresnel qui sont de moins bonne qualité, c'est pas non plus les lentilles Pancakes qu'on trouve sur le Quest 3, là c'est des lentilles asphériques fabrication maison de chez Pimax. Est-ce que c'est lié à ça, le fait que, comment vous dire, même si on ne le voit pas là dans les enregistrements que j'ai pu faire, mais le dashboard de la GT3 par exemple, de la Porsche, est légèrement flouté quand je ne le regarde pas. C'est pas lié au réglage de rendu dynamique du FOV qui n'est pas forcément activé, ou même en l'ayant élargi, j'avais toujours ce même petit problème qui est le manque de netteté et finalement le côté profondeur de champ. Donc c'est-à-dire que même avec nos yeux normaux, hein, si on regarde au loin, les éléments périphériques ou en premier plan sont légèrement floutés. Là, c'est exactement ce qui se passe dans ce casque-là, et donc il va falloir baisser la tête pour regarder le dashboard pour voir la netteté. Je trouve que c'est un petit peu trop exagéré, surtout sur un moment où... ok, si je regarde au loin à 500 mètres sur une ligne droite, oui, que je regarde tout au bout, et les voitures qui sont au bout, oui, là, ma vision, elle est au loin. Quand j'ai vraiment une voiture juste devant et que je la suis, je suis censé quand même avoir une profondeur de champ quand même un petit peu plus grande sur le premier plan, et voilà, et du coup, les éléments du dashboard ne sont pas flous, ne sont pas illisibles, mais sont un petit peu difficiles à lire, et ne correspondent pas à mon sens, en tout cas à la réalité. Donc je vais voir si je peux améliorer ça. Est-ce que c'est simplement logiciel? Est-ce que c'est autre chose? On le verra assez vite, mais je vous tiens au courant. Alors en conclusion, donc bien sûr, je n'ai pas testé encore le MetaQuest 3 pour vraiment comparer la différence entre ces deux produits. Évidemment, le Quest 3 se place à un tarif légèrement inférieur avec d'autres fonctionnalités aussi, mais ce qui se dit de toute façon, c'est que la clarté d'image, le FOV, le champ de vision est supérieur sur ce Pimax Crystal Light. Un petit peu comme l'expérience des lunettes FPV d'il y a 10 ans, on veut toujours plus, je pense. Et il y a clairement un effet waouh quand on déballe, quand on met pour la première fois le casque et qu'on fait des sessions. Il y a clairement un effet waouh, mais on en voit aussi un petit peu les défauts. Le défaut principal, c'est ce que j'ai évoqué, c'est le champ de vision que je vais attendre encore plus élargi. Alors bien sûr, on peut tricher un petit peu en reculant la caméra dans le jeu, mais si on se base sur la première position, on a quand même un FOV qui aujourd'hui est moindre que ce que je peux avoir sur un triple screen, avec bien sûr des écrans qui sont quand même assez rapprochés de moi, donc forcément un champ de vision qui est plus large. Mais au-delà de la représentation du champ de vision, on a quand même la petite sensation d'avoir légèrement des bords noirs ici, et on aimerait que finalement on ne les ait pas, hein. Je vais essayer de représenter ça dans la vidéo, mais on voudrait que on ait complètement le regard périphérique qui soit complètement dégagé. Donc ça, c'est malheureusement pas le cas. A priori sur la concurrence, c'est de toute façon pire, et il n'y a que éventuellement le Crystal Super qui vaut 2 fois plus cher, hein, de toute façon, qui va avoir une diagonale d'FOV légèrement plus grande. Mais je ne serais pas surpris qu'on ait quand même ces espèces d'œillères comme ça latérales qui bloquent un petit peu de champ périphérique. Du coup, on va avoir une tendance à tourner faussement la tête. Alors c'est ça où finalement on est sur des mouvements qui sont un petit peu exagérés et qui peuvent ramener quand même tout ça à une réalité virtuelle. Donc du coup, quand même à quelque chose qui est une simulation et qui va enlever un petit peu de réalisme. Et c'est vrai que sur mon triple screen, j'ai un petit peu plus de vision périphérique naturelle, donc directement sans avoir tourné la tête, mais directement avec les yeux. Et c'est vrai que là, il va falloir bien tourner la tête pour bien voir les voitures passer en cas de dépassement, ou si on se fait doubler aussi. Et voilà, le trafic. Et donc ça, ce qui m'a gêné un petit peu, et dans un aspect, on va dire, performance, pas sûr que ce soit ce qui va amener le plus de performance. Sauf que
on va aussi gagner beaucoup de performance à la conduite, vu que on est quand même dans un environnement qui semble réel et on va beaucoup mieux voir et sentir les mouvements de la voiture et donc aller chercher les points de corde un peu mieux. Globalement, on a l'impression de mieux conduire et ça, c'est assez incroyable. Alors l'expérience, elle est quand même assez plug and play, autant que la concurrence en USB-C, ça pour moi c'est clair, et peut-être même qu'il y a quand même, je me souviens qu'avec le Quest 2 j'avais déjà des décrochages où on lançait la session et finalement non, le casque n'était pas se déconnecter, des espèces de petits bugs. Je pense pas que c'était lié au matériel et à mon ordinateur, mais simplement à l'instabilité de la connexion USB-C, là où moi vraiment j'ai eu aucun problème. La seule chose, c'est qu'il va falloir replacer, recentrer la caméra, mais c'est finalement quelque chose qu'on fait avec toutes les autres marques et qui est obligatoire vu que ça va caler la position de la tête et le tracking. La nécessité d'avoir un PC performant et une carte graphique performante, finalement, cette nécessité-là, elle est du même ordre avec un triple screen, notamment un triple screen 32 pouces qui va souvent être en 2.7K et qui donc va demander quand même pas mal de ressources à un ordinateur. Évidemment, sur un triple screen en HD 27 pouces, parce que en général, sur du 27 pouces, vaut mieux au final du HD. Oui, vous avez besoin d'avoir un petit peu moins de ressources, mais globalement, il va falloir quand même un PC performant pour avoir un nombre d'images par seconde assez intéressant et puis éviter toute forme de bug. Donc j'éliminerai un petit peu le besoin d'avoir du matos premium absolument, vu que tout le monde a ce besoin-là. Alors évidemment, mon expérience avec une 5080 RTX GeForce a été excellente, et évidemment avec une 5090 ça peut être assez incroyable, en sachant qu'une 5080 aujourd'hui ça vaut 1100 € et que les prix tombent pour les 50-90 enfin en se mettant au MSRP et donc au prix prévu par Nvidia avec une 50-90 qui est aujourd'hui à 2200 €. Donc on ne parle pas d'une carte à 3000 ou 4000 € nécessairement. Le poids ne m'a absolument pas gêné, même si c'est un poids de 900 grammes, on l'a dit, ça m'a absolument pas gêné. Et puis le confort est bien là, en sachant que c'est aussi un confort qui peut s'améliorer davantage en mettant des mousses faciales. C'est de toute façon des choses qu'on fait aussi avec les autres marques, mais moi en l'état, bien sûr qui ne porte pas de lunettes, j'ai eu aucun problème à régler et à me sentir confortable. Alors il y a ce petit phénomène de jeu, de petits mouvements de balancier, donc qui peut s'atténuer, qui est pas forcément embêtant, mais j'imagine que dans une expérience avec un châssis dynamique, ouais, ça doit être un petit peu gênant, un petit peu plus gênant, mais moi ça m'a absolument pas gêné. De toute façon, c'est à ce prix-là des défauts qu'on peut concéder tout de même. Donc finalement, pour moi, le défaut principal, et je vais devoir creuser la question, c'est ce rendu un petit peu de profondeur de champ qui est assez variable, et autant la profondeur de champ quand on regarde tout droit et donc finalement qu'on regarde la route et les autres voitures, il n'y a aucun problème, c'est totalement net. Mais du coup, c'est le premier plan est légèrement flouté. Donc le premier plan, c'est le volant et le dashboard d'une GT3 par exemple. Et donc j'aurais souhaité que tout soit absolument net comme on a sur les rendus actuels en triple screen ou avec un seul écran. Donc est-ce que c'est dû vraiment aux lentilles asphériques qui ont cette petite perte de définition et qui donc obligent à baisser la tête et donc d'avoir en centrale le dashboard ou alors le volant pour voir complètement net, ou alors est-ce que c'est une gestion des algorithmes de OpenXR ou de OpenVR? C'est quelque chose que je vais creuser un petit peu, et puis comme je vous l'ai dit, on fera le comparatif de toute façon avec un Quest 3. Mais en l'état, c'est un produit qui est waouh, que je recommande vraiment, ne serait-ce que à tester pour se faire son avis et voir si on a envie d'aller plus loin dans la VR et peut-être investir un peu plus, à la fois, comme je l'ai dit, sur son PC pour que ça tourne bien, et peut-être sur un Crystal Super ou les prochains produits qui sortiront, vu que de toute façon,
Le problème, c'est sans doute que c'est un produit qui ne va faire que s'améliorer. Donc, et c'est ce qu'on a vu au fil du temps avec les différents modèles de chez Pimax Crystal qui n'ont cessé d'évoluer. Aujourd'hui, on est sur le Crystal Light et le Crystal Super et les autres sont déjà devenus obsolètes. C'est donc forcément un produit qui n'est pas totalement future-proof, mais vous ne serez pas déçus, je pense, par cette version-ci. Je pense que je vais la garder et on va en reparler très bientôt. Donc je pourrais parler pendant des heures et j'espère que j'ai abordé tout plein de sujets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous possédez ce casque ou un autre et que vous avez déjà testé par exemple le Crystal Light, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire pour en parler à l'ensemble de la communauté. On n'oublie pas le petit like, l'abonnement et la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Julien, Realistic Sim Cockpit. Allez, salut!